vous. Sommes-nous seuls dans l'univers? Je dis vraiment seuls. C'est quand même une méchante bonne question pour un samedi matin. Sommes-nous seuls dans l'univers? Quand on regarde notre galaxie, la Voie lactée, vous voyez ici une très belle image de la Voie lactée qui est en train de passer devant nous. On voit des millions, des milliards d'étoiles. En fait, à l'œil nu, on en voit juste quelques milliers. Mais lorsqu'on pointe nos télescopes, on s'aperçoit que notre galaxie possède énormément d'étoiles. Alors pourquoi toutes ces étoiles ne posséderaient-elles pas aussi de planètes autour d'elles? Pourquoi serions-nous les seuls autour du Soleil à posséder de la vie? D'accord? Eh bien, en 1995, en fait, disons avant 1995, on connaissait très peu de choses en fait des planètes. On connaissait 9 planètes. D'accord? Bon, maintenant, on va dire qu'on est rendu à 8 planètes et qu'on a rétrogradé la planète Pluton au sein des planètes nettes. Donc, disons qu'on connaissait simplement 8 planètes avant 1995. On connaissait des théories qui nous disaient qu'il y avait possiblement l'existence d'exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'une étoile autre que le Soleil, mais on n'avait pas de preuves concrètes de tout cela. Il a fallu attendre 1995 et les efforts de nombreux chercheurs pour enfin arriver à prouver hors de tout doute qu'il y existait des exoplanètes. Et c'est cet homme-là, avec son équipe, Michel Mayor, un Suisse, un professeur à l'Université de Genève et à l'Observatoire de Genève, qui a réussi à démontrer hors de tout doute qu'il existait effectivement des exoplanètes autour d'étoiles autres que notre système solaire. Donc, la probabilité pour que nous soyons seuls venait de diminuer. Et comment a-t-il fait ça? Il a utilisé la lumière, l'outil, je dirais, préféré de l'astronome. En fait, on pourrait dire que c'est quasiment le seul outil de l'astronome, même si on vient de découvrir des ondes gravitationnelles. La lumière, c'est la référence par excellence pour les astrophysiciens. Et comment est-ce que l'on fait ça? On regarde la lumière des étoiles et on essaye de disperser la lumière, parce que la lumière blanche contient énormément d'informations. Alors on utilise un prisme, par exemple, qui va venir décomposer les lumières suivant toutes ces longueurs d'onde, du bleu jusqu'au rouge. Et lorsque l'on regarde une étoile, chaque étoile a une signature propre, a des éléments qui la composent, du calcium, de l'oxygène, etc. Et lorsqu'on observe ce spectre de lumière, cette couleur de lumière, on s'aperçoit qu'il y a certaines raies d'absorption qui sont dues en fait à l'absorption des atomes dans l'étoile. Et ça va venir caractériser l'étoile, ça nous permet de trouver sa masse, sa température, etc. Lorsqu'une étoile ne possède pas de planète, ce spectre reste fixe. Mais lorsqu'une planète accompagne une étoile, les deux rentrent dans une sorte de danse qui va venir faire osciller en fait ce spectre-là. Et ces oscillations sont la preuve de l'existence d'une exoplanète autour d'une étoile. Et c'est ce que monsieur Michel Mayor et son collègue Didier Queloz ont réussi à trouver. Alors cette méthode-là, qu'on appelle la méthode des vitesses radiales, permet d'accéder directement à la masse de l'exoplanète. En 1999, et voici l'exoplanète que ce monsieur-là a trouvée, une exoplanète somme toute similaire à la planète Jupiter, mais avec la caractéristique qu'elle était très très proche de son étoile et tournait simplement autour de son étoile, en 4 jours à peu près. Donc bien différent de la période de révolution de la Terre d'une année. En 1999, David Charbonneau, un Canadien, qui faisait ses études à Harvard, son PhD à Harvard, son doctorat à Harvard, lui a trouvé une autre méthode qui a permis de trouver d'autres exoplanètes. Il a simplement regardé toujours la lumière des étoiles, mais il s'est aperçu que lorsque les planètes passaient devant les étoiles, la luminosité de la lumière de l'étoile diminuait. Donc la planète passe devant l'étoile, la luminosité diminue, et ça lui a permis de découvrir, par cette méthode-là qu'on appelle la méthode du transit ou la méthode des éclipses, de trouver de nouvelles exoplanètes. Et cette méthode a été utilisée pour construire un télescope qu'on appelle le télescope Kepler, qui maintenant,
en est à plus de 1000 planètes découvertes par cette méthode-là. L'avantage de cette méthode-là, et voici la planète qu'il a découverte, qui porte le doux nom de HD 209458b. On l'a rebaptisée depuis, on l'appelle Osiris parce qu'elle est très très proche de son étoile. Elle est la température est très élevée et elle est en train de perdre son atmosphère. Cette méthode-là, en fait, est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir un accès direct aux rayons de la planète. Plus la planète est grosse et qu'elle passe devant son étoile, plus la luminosité, en fait, de l'étoile que l'on observe va diminuer. Et donc, je vais connaître le rayon. Donc, la méthode des vitesses radiales me donne accès à la masse. La méthode des transits me donne accès au rayon. Le problème dans tout ça, le problème entre guillemets, c'est que ce ne sont que des méthodes indirectes. On ne voit pas directement l'exoplanète. On mesure ses effets gravitationnels avec la des vitesses radiales ou ces méthodes sur la luminosité de l'étoile avec cette méthode du transit. Il faut essayer de voir ces étoiles. Et c'est ce qu'ont fait en fait 3 chercheurs de l'Université de Montréal en 2008. Ils ont été les premiers à photographier une exoplanète et à prendre une image d'exoplanète. Ça reste quand même très difficile. Pourquoi? Voici l'image d'une étoile à travers un télescope. C'est très très compliqué. La lumière d'une étoile vient nous illuminer très fortement, un peu comme les spots qui sont ici m'empêchent de vous voir. D'accord? Ou comme, par exemple, c'est comme si je devais chercher par exemple une luciole à côté d'un phare en étant très très loin. Le phare bloque toute la lumière et je ne serais pas capable de voir la luciole. Alors comment faire pour pouvoir voir la lumière des exoplanètes? Eh bien simplement, on essaye de cacher la lumière de l'étoile et en cachant la lumière de l'étoile, on va faire apparaître la planète qui se trouve à côté de l'étoile. Alors on peut le faire de 2 façons, soit en mettant directement un masque devant le télescope, c'est ce qu'on appelle un coronographe, ou alors en utilisant des méthodes un peu plus poussées, avec des calculs numériques très très sophistiqués, des algorithmes très poussés, qui nous permettent d'obtenir ces images-là. Et l'exploit de ces 3 chercheurs-là de l'Université de Montréal, qui sont René Doyon, David Lafrenière et Christian Marois, en 2008, c'est qu'ils étaient partis pour observer une exoplanète autour d'une étoile, et ils en ont trouvé 3. C'est l'image que vous voyez à gauche ici, c'est l'image du premier système extrasolaire fait par l'homme. Vous avez au centre l'étoile multicolore qui résulte en fait des différents traitements d'algorithmes que l'on a fait, et vous avez les petits points B, C, D qui représentent en fait les 3 planètes. En fait, on s'en apercevra plus tard lorsqu'on fera plusieurs calculs qu'il y a plus que 3 planètes. Il y en a même une 4e qui est cachée beaucoup plus près de l'étoile. Mais vous avez ici 3 planètes qui tournent autour d'une étoile et c'est la première image d'un système extrasolaire autour d'une étoile. Au jour d'aujourd'hui, en date du 2 avril, il y a actuellement 2099 exoplanètes qui ont été confirmées et qui sont tout aussi variées. On a affaire à une sorte de zoo des exoplanètes où vous avez des exoplanètes qui sont aussi grosses que la planète Jupiter jusqu'à des exoplanètes qui sont à peu près de la taille de la Terre. Le problème, c'est que trouver des exoplanètes comme la Terre, c'est relativement difficile parce que plus elles sont petites et plus ça devient compliqué de les voir, d'accord, ou de voir leurs effets gravitationnels. Alors, que recherche-t-on quand on fait de la science et quand on veut voir, essayer de trouver de la vie à l'extérieur du système solaire? Eh bien, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de médiocrité. Ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut dire simplement qu'on va chercher quelque chose qui nous ressemble, parce que c'est la limite de nos connaissances pour le moment. On va se donner les outils pour trouver quelque chose qui nous ressemble. Et cette chose-là, ça va être une planète rocheuse qui va posséder une atmosphère, et la chose la plus importante, qui va être capable d'avoir une couche d'eau liquide à sa surface. Et pourquoi est-ce que l'on veut faire ça? Parce qu'on veut trouver de la vie. Mais on veut... Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça et comment on va faire ça en fait? On va utiliser des instruments que l'on est en train de construire qui utilisent les méthodes que je vous ai montrées juste avant. La méthode des vitesses radiales. On va utiliser un instrument ici qui s'appelle Spirou et NIRPS, 2 instruments en fait, un qui va être installé en 2017 au Télescope Canada-France-Hawaï, Spirou, et l'autre, NIRPS, qui va être installé en 2019 au Chili. Et ces 2 instruments-là vont être capables de trouver
un certain nombre, beaucoup d'exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. On va utiliser aussi la méthode de David Charbonneau et on va améliorer le télescope Kepler qui est simplement capable de regarder dans une direction avec un autre télescope qui s'appelle le télescope TESS qui, lui, va observer tout le ciel. Avec ces deux méthodes, la méthode de la vitesse radiale et la méthode du transit, on va être capable donc d'obtenir un maximum d'objets célestes qui correspondront à des exoplanètes et on va être capable de connaître leur masse et leur rayon. Si je connais leur masse et leur rayon, je vais être capable de dire si ce sont des exoplanètes qui sont rocheuses ou pas. Parce qu'en connaissant la masse et le rayon, je vais être capable de déterminer la densité de ces exoplanètes-là. Et si la densité est très élevée, je vais avoir affaire à quelque chose de très lourd, dont des exoplanètes rocheuses. Et si elle est très très faible, je vais avoir à ce moment-là affaire à des exoplanètes qui sont plutôt gazeuses et plutôt grosses comme Jupiter. Une fois que je vais avoir sélectionné mes exoplanètes, une fois que j'aurai trouvé mes exoplanètes rocheuses avec mon atmosphère, avec l'eau à sa surface, on espère, il va falloir que je trouve la vie. Mais ça veut dire quoi la vie? Ça veut dire rechercher quoi exactement? Est-ce que c'est simplement rechercher des bactéries, des organismes multicellulaires, des animaux, des plantes, ou même peut-être une forme de vie intelligente? On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est que la vie. En fait, ce n'est pas vrai. On sait exactement ce que c'est que la vie. On sait ce qu'on va vouloir chercher pour trouver la vie. Et ce qu'on va vouloir chercher pour trouver la vie, ça va être ceci. Des traces de signatures biologiques. Parce que l'inconvénient, c'est qu'on observe des choses qui sont très très loin. Et c'est à peu près tout pour le moment ce qu'on sera capable de faire. Alors on va chercher quoi? On va chercher des signatures de l'ozone, des signatures de l'oxygène, des signatures du dioxyde de carbone, qui pourrait être par exemple un traceur de la photosynthèse, mais aussi un traceur de l'activité biologique humaine, par exemple l'industrialisation, ou simplement la respiration des hommes. On peut chercher aussi le méthane. Le méthane, c'est un bon indicateur de l'activité en fait, biologique animale sur une planète. Les fameuses vaches qui pètent, dont on a entendu parler récemment, ce sont le dégagement de méthane des animaux, c'est une source de méthane importante qui vient polluer l'atmosphère d'une planète et qu'on sera capable de retrouver. Et aussi, ce que l'on cherche principalement, aussi, c'est la trace de l'eau, la signature idéale qui prouve que l'exoplanète pourrait être habitable. Comment on va faire cela? Eh bien, simplement, on va regarder tranquillement passer une exoplanète devant son étoile et on va analyser la lumière et la décomposer suivant les couleurs. C'est simple à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire. La lumière de l'étoile, il va falloir l'analyser, trouver ensuite la lumière de l'étoile et de l'exoplanète avec la lumière qui passe à travers son atmosphère et faire la soustraction des deux qui va nous amener à découvrir en fait, ici vous avez un spectre de lumière, le côté à gauche c'est le côté bleu de la lumière, le côté à droite c'est le côté rouge. Et en regardant donc ce spectre de lumière-là, on va être capable de voir les signatures des éléments qui sont importants et qui constituent en fait probablement la vie. Et l'on voit donc ici dans ce spectre la présence d'H2O, de l'eau, O2, de l'oxygène, du CH4, du méthane, etc. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire. Et comment est-ce que l'on va faire ça? Eh bien on va le faire grâce à un télescope tout à fait exceptionnel qui va être lancé en 2018. C'est ce qu'on a traditionnellement l'habitude d'appeler le successeur du télescope Hubble. En fait, c'est le successeur parce que c'est le télescope qui vient après, mais ses caractéristiques sont quand même différentes puisque Hubble observait plutôt dans le domaine du visible. Celui-ci va observer du côté très rouge de la lumière, d'accord? Et ce télescope-là, tout à fait exceptionnel, possède 4 instruments. Et de ces 4 instruments, il y a un instrument ici qui est fait au Canada et dont René Doyon, celui qui a découvert le système, qui a pris la première image du système exoplanétaire, dont cet homme, ce chercheur, est le chercheur principal de cet instrument-là qu'on appelle FGS NIRISS. Et cet instrument-là est dédié principalement à l'étude de l'atmosphère des exoplanètes. Et c'est avec lui, avec ce télescope-là, qu'on va être capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes et de trouver peut-être
des signatures, des biosignatures de la vie. Mais ce n'est pas la seule chose en fait que l'on va faire. Ça, c'est un télescope, donc le télescope James Webb va être lancé en 2018, en octobre 2018. Le Canada s'implique aussi dans la construction d'un énorme télescope, un télescope de 30 mètres. Et ce télescope-là aura pour mission, quelques années plus tard, après l'apparition du télescope spatial Hubble, de faire le suivi des planètes que l'on aura découvertes et que l'on aura analysées pour essayer de prendre des images et pour essayer d'étudier et de vérifier que la vie existe bien sur ces exoplanètes-là. Enfin, chose complètement folle, dans 15 ou 20 ans, on voudrait essayer d'obtenir des images très très précises des exoplanètes qui seront comme la Terre avec leur atmosphère, des exoplanètes rocheuses très très petites. Pour ça, on pense envoyer en fait un télescope qu'on appelle le Starshade Telescope, un télescope qui possède un écran de 30 mètres de diamètre qui va se déployer dans l'espace et qui va être envoyé, cet écran-là, à 50 000 km du télescope pour venir bloquer, et faire la méthode de David Charbonneau, venir bloquer, faire de la coronographie, bloquer la lumière de l'étoile pour pouvoir laisser juste apparaître les exoplanètes et prendre des images des exoplanètes de type terrestre, une chose qui serait totalement incroyable. Alors, je vous laisse sur cette avancée future de l'astronomie et du futur de l'astronomie en vous disant que dans quelques années, peut-être, si jamais en fait on est capable de transcender et de trouver de nouveaux systèmes qui nous permettent de voyager très rapidement, on sera capable probablement de voyager et d'aller visiter ces exoplanètes-là. D'ailleurs, la NASA a déjà préparé les affiches et a déjà préparé son bureau de voyage. Et je vous conseille d'aller voir sur le site de la NASA pour admirer toutes ces propositions de voyage humoristiques qui sont faites. Voilà, merci beaucoup.